曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我。 Bonjour à tous, ici Sasa qui vous rejoint aux côtés de Udié, au micro de RTI. Ces jours-ci sont marqués par la commémoration de la répression du printemps de Pékin en mai-juin 1989 qui a fait plusieurs milliers de victimes. Demain, Lisa Dufaux consacrera un décryptage à la commémoration qui a lieu à Taipei. Après avoir évoqué hier cette page de l'histoire, Udié partagera dans cette deuxième partie sa vision de la Chine d'aujourd'hui. Tout d'abord, je rappelle qui est Udié. C'est un intellectuel chinois qui était ami proche du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, qui est déjà décédé après de nombreuses années en prison. Udié a été arrêté quant à lui en 2010 par la police chinoise et après avoir été torturé, il a réussi à rejoindre les États-Unis dont il a maintenant la nationalité. Je l'ai rencontré lors de son récent passage à Taïwan où il venait pour promouvoir ses nouveaux livres. On l'écoute nous parler de son point de vue sur la situation en Chine actuellement. Je suis plutôt pessimiste. Le gouvernement chinois utilise actuellement le numérique, l'Internet et les hautes technologies pour surveiller tous les aspects de la vie des Chinois, et ce, avec un grand succès. C'est encore plus effrayant que le roman 1984 de George Orwell, surtout depuis le Covid-19. Je pense personnellement qu'il s'agit d'un test mené par la Chine. Par exemple, confiner une ville entière telle que Shanghai où vivent plus de 20 millions d'habitants pendant plusieurs semaines. Cela permet de savoir jusqu'à quel point il est possible de contrôler les gens. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait relativement peu de résistance. Le mouvement de protestation des pages blanches n'a concerné qu'une toute petite minorité de personnes et il a très vite été réprimé. Udié fait référence à des manifestations qui se sont déroulées en novembre 2022 en Chine. Les gens brandissaient une page blanche en criant des slogans dénonçant notamment la politique liberticide de lutte contre le Covid. La page blanche symbolisait aussi l'annihilation de la liberté d'expression. À l'époque, le fait de brandir dans la rue une feuille de papier vierge pouvait suffire à être arrêté par la police. Je referme la parenthèse et laisse Udié reprendre le fil de ses explications. Il y a 20 ans, je n'aurais pas cru qu'une telle situation pourrait se produire. À l'époque, nous avons accueilli l'Internet avec espoir, en pensant que cela allait apporter la liberté, que cela permettrait de contourner le contrôle des médias chinois. Avant Internet, quand Liu Xiaobo voulait faire sortir de Chine l'un de ses textes, il devait se rendre en vélo au domicile d'un journaliste étranger pour que celui-ci puisse l'envoyer par fax. C'était compliqué et ça prenait du temps. Mais une fois qu'il y a eu un ordinateur et Internet, il pouvait en quelques clics envoyer un email à l'étranger. Nous étions très optimistes à l'époque. Mais aujourd'hui, 20 ans après, on constate qu'Internet a apporté plus de problèmes que d'avantages, car cela permet de contrôler la population. Je peux dire maintenant que si je retournais en Chine, je n'aurais plus aucune liberté, parce que dans n'importe quel magasin, on est obligé de payer avec son téléphone portable. Avec de l'argent liquide, on ne peut même plus commander un bol de nouilles au bœuf. Et pour pouvoir acheter un billet de train, le gouvernement doit tout savoir sur vous. Il y a 10 ans, si les autorités chinoises voulaient vous espionner, il fallait employer une personne pour vous suivre. Maintenant, plus besoin de cela. Le gouvernement connaît tout de votre vie. Vous êtes peut-être déjà tombé sur un reportage qui présente le système de crédit social chinois, système qui s'est répandu à partir de 2020. Les personnes sont notamment notées en fonction des infractions qu'elles ont commises, de leur respect des instructions sanitaires ou encore des prêts remboursés ou non. Et s'ils ont une mauvaise note, ils peuvent se voir interdire l'achat de billets de train par exemple. Ce qui est peut-être moins connu, mais qui va de pair avec le crédit social, c'est le fait qu'il est devenu presque impossible d'utiliser de l'argent liquide en Chine depuis quelques années déjà.
Tous les achats se font grâce au téléphone portable, ce qui permet à la fois aux entreprises chinoises de l'Internet et à l'État, car en Chine la frontière entre les deux est ténue, de tout savoir sur les comportements de consommation des gens ou les lieux qu'ils fréquentent. Comme dans la prison panoptique imaginée par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, le gardien logé au centre peut observer tous les prisonniers sans que ces derniers ne puissent le voir. Ce système s'est installé de manière insidieuse en Chine grâce à des incitations sous forme de récompenses, mais aussi parce que l'utilisation du numérique était considérée comme facilitant la vie. Mais une fois que cela est devenu la norme et que passer par le numérique pour des gestes quotidiens, ne serait-ce que prendre un bol de nouilles au restaurant, est devenu une obligation, il est très difficile d'échapper à ce système pour vivre. Hu Jie m'a donné un exemple concret des avantages, entre guillemets, pour le gouvernement chinois de la surveillance à travers les outils numériques. En 1989, lors de la visite à Pékin du président américain, celui-ci avait invité l'astrophysicien Fang Lizhi, vice-président de l'Université des sciences et technologies, dont les idées libérales avaient inspiré les étudiants. Les autorités chinoises avaient dû mobiliser une centaine de policiers pour boucler tout le quartier et l'empêcher de se rendre à ce dîner. Aujourd'hui, une telle méthode paraît déjà complètement dépassée. Plus besoin de mobiliser autant de policiers. Grâce aux caméras de vidéosurveillance et à la reconnaissance faciale, Fang Lizhi aurait pu être intercepté à quelques pas de chez lui. Et Hu Jie souligne que la technologie n'est pas seulement utilisée à l'encontre de personnes isolées, mais aussi de populations entières. C'est ainsi que le Parti communiste chinois peut surveiller environ 1 million de Ouïghours dans des camps. Autrefois, cela aurait été inimaginable, mais cela a malheureusement été rendu possible par la technologie aujourd'hui, précise-t-il. Dans ce contexte, quelles sont à ses yeux les perspectives pour l'avenir de la Chine ? Je considère que, bien que les gouvernements occidentaux fassent de plus en plus attention aux problèmes que pose la Chine, se désengager économiquement de Chine prendra beaucoup de temps, au moins 5 ou 10 ans. Xi Jinping a récemment fait une visite en France et le président Macron l'a accueilli chaleureusement. Les autres chefs d'État occidentaux en font de même parce qu'ils y voient un intérêt économique. Bien sûr, il y a eu un début de changement ces dernières années, mais cela prend du temps. Je ne pense pas que la Chine puisse se démocratiser à court terme. En revanche, je crois que je pourrais assister durant ma vie à l'effondrement du Parti communiste chinois, un peu comme l'effondrement de l'URSS en 1989 et les changements que cela a apportés en Europe de l'Est ces années-là. Mais je crains que le futur de la Chine ne ressemble à celui de l'URSS. Bien qu'il n'y ait plus de parti communiste, il y a Poutine, une démocratie impérialiste, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Et la population souffre toujours. Par certains aspects, cela peut même être pire que sous le règne du Parti communiste. Assassinat de journalistes, déclenchement de guerre, etc. Si le Parti communiste chinois s'effondre et qu'il est remplacé par un dirigeant comme Poutine, cela pourrait être encore plus dangereux pour Taïwan. Hu Jie n'est donc pas du tout optimiste. S'il pense pouvoir être témoin de la chute du Parti communiste en Chine, il craint que la période qui suivra ne soit pas meilleure. Alors il consacre tous ses efforts et son temps à la rédaction de nombreux ouvrages, car il considère que pour faire évoluer la Chine de manière positive, il faut d'abord que les mentalités évoluent. Il faudrait un nouveau mouvement des Lumières pour que les Chinois puissent devenir des citoyens et renforcer leur fibre morale afin d'éviter l'émergence d'un Poutine chinois. Le plus important est de cultiver les conceptions touchant aux droits humains, à l'importance de chaque individu et d'avoir un esprit critique à l'encontre du clientélisme et du nationalisme qui ont été inculqués en Chine depuis une vingtaine d'années d'une manière assez similaire à l'Allemagne nazie. En effet, actuellement, très peu de Chinois ne s'inquiètent du fait que les Ouïghours soient enfermés dans des camps. Un peu comme après la chute du régime nazi, la plupart des Allemands disaient ne pas savoir ce qui se passait dans les camps de concentration. C'est cela, la Chine d'aujourd'hui. La plupart des Chinois font comme s'ils n'étaient pas au courant.
Il est toutefois difficile de savoir ce que pensent réellement les Chinois, car ils ne peuvent pas s'exprimer librement. J'ai donc demandé à Yu Jie quelle était la principale raison de cette soumission. Je pense que c'est surtout la peur. Par exemple, lorsque j'ai commencé à écrire des textes critiquant le Parti communiste chinois, de nombreux membres de ma famille ou anciens camarades de classe savaient que ce que je faisais était juste, mais ils n'osaient pas faire de même. Ils me disaient « Tu es une fourmi à côté d'un éléphant, tu n'y arriveras jamais ». Alors que la surveillance est de plus en plus efficace, il est difficile d'imaginer qu'un nouveau printemps de Pékin puisse se produire. Toutefois, Yu Jie pense qu'il assistera à l'effondrement du Parti communiste chinois. Quelle pourrait en être la cause ? Par exemple, les luttes internes au parti, qui sont déjà exacerbées. Pour le moment, Xi Jinping n'a pas de successeur. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'élection en interne, pour déterminer qui prendra sa suite, cela va déclencher des batailles dans l'ombre. Pour Yu Jie, il est important de venir à Taïwan régulièrement afin de publier ses livres qui présentent sa vision de la Chine et d'en discuter avec le public lors de conférences. Depuis l'arrestation l'année dernière en Chine de Fu Cha, un éditeur chinois basé à Taïwan, qui a d'ailleurs publié certains livres de Yu Jie, l'attitude des maisons d'édition taïwanaises a changé, précise-t-il. Selon lui, la plupart des maisons d'édition taïwanaises veulent essayer de garder des relations cordiales avec leurs homologues chinoises. En effet, cela se comprend parce que, par exemple, pour la traduction d'un auteur français en mandarin, les droits sont souvent vendus à une maison d'édition soit chinoise, soit taïwanaise, et celle-ci peut donc ensuite les revendre pour le marché soit taïwanais, soit chinois. Yu Jie a constaté que depuis l'arrestation de Fu Cha en Chine, certaines maisons d'édition taïwanaises n'osent plus publier ses livres, de peur que leur relation avec la Chine ne se détériore. Mais paradoxalement, il a aussi constaté l'inverse. C'est le cas d'une maison d'édition taïwanaise qui ne publiait pas beaucoup de livres polémiques car elle voulait garder de bonnes relations avec la Chine, mais son patron a été mis en garde contre le fait de se rendre en Chine par des amis chinois en raison des risques que cela comporte. Alors cet éditeur s'est dit que s'il ne peut plus mettre les pieds en Chine, justement, il allait publier des livres critiques comme ceux de Yu Jie. Ces dernières années, c'est important pour moi de venir à Taïwan chaque année pour publier mes livres et échanger avec les lecteurs lors des nombreuses conférences que je donne. Ces échanges me permettent de mieux comprendre le point de vue des Taïwanais. J'espère aussi leur apporter quelque chose en les aidant à mieux connaître la Chine. À Taïwan, les chercheurs qui travaillent sur la Chine sont nombreux, mais ils n'ont pas mon expérience. Je pense que ce que j'ai à dire, et qui est différent du discours habituel, peut contribuer à nourrir la réflexion. Par exemple, je lisais encore récemment un article du journal taïwanais Liberty Times, qui citait des experts américains disant que la Chine des années 2000, lorsque Pékin a rejoint l'OMC, était une sorte d'âge d'or et rejetant la faute de tous les problèmes de la Chine d'aujourd'hui sur le dos de Xi Jinping. À mon avis, c'est une vision erronée. Il n'y a jamais eu d'âge d'or dans les années 2000. Oui, l'économie chinoise se portait plutôt bien à l'époque, mais il y avait déjà une répression politique. Par exemple, en 2008, les journalistes étrangers ont été autorisés à couvrir les Jeux Olympiques. Mais quelques mois plus tard, la même année, le mouvement pour la Charte 08 a été sévèrement réprimé. Pour mémoire, la Charte 08, dont Liu Xiaobo est l'un des principaux auteurs, est un manifeste publié en décembre 2008 pour promouvoir une réforme politique en vue de démocratiser la Chine. Yu Jie a fait partie des intellectuels qui l'ont signé. Je ne pense pas que tous les problèmes de la Chine viennent de Xi Jinping. C'est juste que sous Jiang Zemin et Hu Jintao, l'économie chinoise n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. J'essaie d'expliquer en utilisant une métaphore. À l'époque, la Chine était encore comme un enfant. Elle ne pouvait pas dire ouvertement qu'elle voulait essayer de défier les adultes. Mais sous Xi Jinping,
l'économie chinoise était déjà beaucoup plus forte, qui a pris confiance en lui et qui se croit capable de défier les autres. Donc ce n'est pas que Xi Jinping est pire ou que Hu Jintao et Jiang Zemin étaient mieux, c'est que l'époque a changé. Je pense que si Xi Jinping mourait demain, il serait remplacé par une personne similaire et la situation ne changerait pas. À cet égard, je voudrais clarifier la citation célèbre de Deng Xiaoping, « Jiao Guang Yang Hui », que l'on peut traduire par « faire profil bas et attendre son heure ». De nombreux chercheurs occidentaux l'ont mal comprise, pensant que Deng Xiaoping cherchait à éviter un conflit avec l'Occident. Mais en fait, c'est une tromperie. Cela signifie que, pour l'instant, je n'ai pas assez de force pour vous battre, mais lorsque je serai plus fort, je m'en prendrai à vous. On ne peut pas dire que ce soit une pensée pacifique. C'est ce que je viens expliquer à Taïwan, entre autres choses. Taïwan me donne l'opportunité de publier mes livres et, pour les remercier, en retour, je partage ma compréhension de la situation. Les livres de Hu Jie trouvent des lecteurs à Taïwan, comme en témoigne le fait qu'ils sont toujours en vente dans les librairies. Mais Hu Jie regrette que, de manière générale, les Taïwanais, tout comme dans beaucoup d'autres pays, lisent de moins en moins. C'est d'ailleurs un autre impact de la place prépondérante qu'ont pris Internet et le numérique dans nos vies. Les livres de Hu Jie ne sont pas encore traduits en français, mais ils le seront peut-être un jour. Merci encore de votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International. Je vous invite à écouter demain le décryptage de Lisa Dufaux sur la commémoration à Taipei de la répression du printemps de Pékin.